Tout ça, on le doit à la création en 1986 du marché unique qui a remplacé le marché commun à la faveur de l'adoption d'un texte qui s'appelait l'Acte unique, qui avait été préparé par la commission Delors à l'époque, et qui a, ce texte, libéralisé les mouvements de capitaux, qui a libéralisé la circulation des personnes, alors qu'auparavant, c'était seulement les marchandises qui circulaient librement au sein du marché commun. On est passé d'une libre circulation des produits à une libre circulation des facteurs de production, le capital et le travail, et ceux-ci, ces facteurs de production, sont allés mécaniquement se loger au sein des pays du cœur de l'Europe, et notamment de l'Allemagne, parce que, pour des raisons historiques que je ne vais pas vous expliquer ici, elle était surindustrialisée au départ, et donc elle a aspiré à elle toutes les richesses de la périphérie, du fait que l'argent et les hommes pouvaient se diriger sans entrave vers ce cœur surindustrialisé. Donc aujourd'hui, on a un cœur de l'Europe qui est hyper fort, c'est l'Allemagne, et les économies périphériques, toutes les économies périphériques, n'ont plus comme choix que de s'adapter et de développer des stratégies défensives. Alors, il y a des pays qui s'adaptent, et ça se fait toujours en usant de la pratique du dumping social et en usant de la pratique de la déflation salariale, toujours en réalité. Vous avez d'un côté les pays d'Europe de l'Est qui, eux, ont originellement des salaires très bas et qui se sont en quelque sorte greffés au cœur productif allemand et qui sont devenus des sortes de supplétifs de l'industrie allemande. Donc ils lui servent, les pays de l'Est servent à l'industrie allemande de la main-d'œuvre à très bas coût, ce qui permet d'abord à l'Allemagne de maintenir des salaires très bas, et ce qui rend impossible à ces pays, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire, d'augmenter leur salaire. Ensuite, vous avez les pays de la périphérie sud-ouest, enfin les pays méditerranéens, qui en plus, eux, sont dans l'euro, donc qui n'ont aucune possibilité de jouer avec leur monnaie, qui, eux, ne se sont pas intégrés à la machine de production allemande, ils sont trop loin, et puis voilà, l'interland allemand, c'est l'Est, hein. Mais eux, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont essayé de rentrer dans la compétition. Ces pays d'Europe du Sud, eux, se sont lancés dans des tentatives désespérées de devenir à leur tour compétitifs en baissant à l'infini leur coût du travail par des réformes du Code du travail, comme il y en a eu par exemple une dizaine au Portugal, une dizaine en 10 ans. Donc le marché unique a eu cet effet-là de renforcer les économies du cœur de l'Union européenne et notamment l'économie allemande, et tous les pays du pourtour sont soit figés dans des situations de salaire très bas, soit obligés de baisser le coût du travail partout parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités d'ajustement et pas d'autres possibilités d'être compétitifs par rapport aux pays les plus riches. Par ailleurs, le marché unique, en 1986, quand il a été créé et quand ont été libéralisés les mouvements de capitaux et les mouvements de personnes, a créé une sorte de distorsion et une sorte de compétition entre le capital et le travail. Parce que si les deux circulent librement, ils n'ont pas tout à fait les mêmes marges de manœuvre. Le capital est très fluide et puis c'est lui qui arbitre. C'est lui qui choisit d'aller s'investir là où les conditions lui conviennent. Le travail, lui, il circule aussi, mais en réalité pas avec la même fluidité. Et puis surtout, la libre circulation des travailleurs, elle favorise en réalité la mise en concurrence des travailleurs. On le voit bien avec l'affaire des travailleurs détachés. Les travailleurs de l'Est, ils ne le font pas exprès, mais en réalité, ils sont là pour ça, ils sont là pour faire baisser les salaires. Donc ce marché unique, avec la libre circulation des facteurs de production, a mis en concurrence le capital et le travail, et bien évidemment, ça a servi avant tout le premier. Ensuite, il y a les traités européens qui, eux, ont figé quasiment toute l'économie, enfin, qui ont retiré aux États la possibilité d'agir sur leur économie en inscrivant dans le marbre un certain nombre de choses sur lesquelles on ne peut plus agir et sur lesquelles qui échappent désormais à la délibération démocratique. Presque toute la politique économique désormais est sortie du champ de la délibération démocratique. Par exemple, la politique commerciale, elle n'est plus du tout du ressort des États. Maintenant, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. C'est l'Union aujourd'hui qui négocie les accords commerciaux. Les traités contiennent à de très nombreuses reprises la référence à la concurrence libre et non faussée, ce qui interdit
l'intervention directe des États dans l'économie pour soutenir les entreprises stratégiques, pour mener des politiques d'industrialisation ou de réindustrialisation, donc ça c'est pas possible non plus. Pour les pays de la zone euro, la politique monétaire a été sortie complètement de leurs compétences. Il n'y a plus aucune possibilité de mener une politique monétaire pour les pays de l'euro. Elle est menée par la Banque centrale européenne. Il n'y a plus qu'une monnaie, donc il n'y a plus non plus de politique de change. Et par-dessus le marché, une fois qu'on a retiré la politique monétaire des mains des États, il a fallu, pour les faire soi-disant converger, leur retirer aussi les marges de manœuvre qui leur restaient dans le domaine du budget. Et la politique budgétaire des pays membres de la zone euro est maintenant très largement supervisée par la Commission européenne. Et les pouvoirs de la Commission européenne dans ce domaine ont été beaucoup augmentés au fil du temps. Donc, si on n'a plus aucun levier sur l'économie, si on n'a plus la monnaie, si on n'a plus le budget, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Le seul instrument d'ajustement qui reste pour regagner en compétitivité, c'est le coût du travail. Voilà. Et c'est pour ça que dans tous les pays membres de la zone euro, il y a eu ces réformes du marché du travail. Il y a aussi un autre levier que certains pays utilisent, c'est le levier fiscal. Et il y a des pays qui deviennent, comme l'Irlande l'a fait après la crise, des paradis fiscaux. Et le Portugal s'y essaye un peu. Il a des politiques fiscales offensives pour attirer les start-upers, pour attirer les retraités étrangers en les exonérant d'impôts sur le revenu pendant une dizaine d'années. Donc voilà, les petits pays de la périphérie de la zone euro deviennent, quand ils le peuvent, des paradis fiscaux.